Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Dans l'actualité de ce 24 avril, le procureur du Faso brise le silence autour de l'affaire Canis. L'un des opérateurs économiques les plus influents du pays est en prise avec la justice. Les faits qui sont reprochés à Inoussa Kanazoé et la suite à donner à son arrestation à suivre dans ce journal. À suivre également un dossier sur la réouverture des classes dans la province du Soum. Durement éprouvée par des attaques terroristes, la province avait vu ses écoles désertées par élèves et enseignants. Les classes sont de nouveau fréquentées, le constat dans quelques instants. La culture est au menu de ce journal. L'art vestimentaire d'Agara magnifié à Dano dans le sud-ouest du pays. Et dans la ville de Sia, une grand-messe réunit les chasseurs traditionnels d'Ozo de la sous-région ouest africaine au nom de la paix et de la sécurité. Mais tout d'abord, direction le palais présidentiel où plusieurs délégations ont été reçues par le président du Faso, la Cour des comptes, la Chambre des mines, mais également la Chambre des métiers de l'artisanat ont toutes fait le point de leurs activités au président Roch Kaboré. Ces différentes audiences ont été suivies pour nous par Ibrahima Sombier et Oumar Zombré, dont voici le compte-rendu. La Cour des comptes présente son rapport de 2015 au président du Faso. Un rapport de 316 pages qui détaille la gestion des comptes publics de 3 chambres, à savoir la chambre chargée des opérations de l'État, des collectivités territoriales et enfin celle chargée des entreprises publiques. Concernant la chambre des opérations de l'État, on a constaté qu'il y a des retards dans la transmission des documents. La non-production du compte général de l'administration des finances. Il y a aussi la mauvaise gestion des véhicules de l'État. Concernant la Chambre chargée des collectivités territoriales, on a pu constater le mauvais suivi des ressources transférées de l'État aux collectivités. Il y a également le non-respect des règles des marchés publics. Concernant la Chambre chargée des entreprises publiques, on peut noter la faible performance des programmes et des projets. La méconnaissance des textes, mais justement par les organes de presse et les partis politiques bénéficiaires des subventions de l'État. Et enfin, concernant toutes les chambres, on peut noter une certaine insuffisance de justification des décisions de déblocage des fonds. Pour aborder en profondeur ce rapport, le premier président par intérim de la Cour des comptes a annoncé la tenue prochaine d'une conférence de presse. Avant la visite des représentants de la Cour des comptes, Rochma Christian Kaboré a reçu une délégation de la Chambre des mines du Burkina. Tidiane Rémi Bari, président de la Chambre des mines, et ses collaborateurs sont venus se présenter au chef de l'État et recevoir des conseils. Le chef de l'État nous a donné quelques conseils, des orientations sur notamment la communication, la nécessaire communication avec les populations riveraines des sites miniers et l'opinion publique de façon générale. À la suite de la Chambre des mines du Burkina, place à la Chambre des métiers et de l'artisanat du Burkina. Cette délégation de la Chambre des métiers et de l'artisanat, dirigée par Jacques Anastase Sédego, est venue faire le point des activités menées depuis sa création en janvier 2011 jusqu'en 2017. Il a également exposé leurs préoccupations au chef de l'État. Et comme préoccupation, il ressort essentiellement un besoin d'accompagnement technique et financier de la Chambre des métiers et de l'artisanat. En visite de travail en Arabie Saoudite, le Premier ministre Paul Kaba Thieba était ce lundi au siège du groupe de la Banque islamique de développement BID et au centre des échanges entre la délégation du Burkina et les responsables de l'institution financière, le renforcement de la coopération et surtout l'identification des secteurs prioritaires pour un décaissement accéléré des intentions de financement. Compte rendu de nos envoyés spéciaux à Jeddah, Paul-David Bambara et Maxime Zongo. 915 millions de dollars, soit 1190 milliards de francs CFA environ. Voilà l'intention de financement exprimée par la Banque islamique de développement dans le cadre du PNDS. En effectuant le déplacement ici à Jeddah, capitale économique de l'Arabie Saoudite et siège du groupe de la BID, le chef du gouvernement se donne l'occasion d'échanger directement avec les responsables de la banque
sur les modalités d'un décaissement accéléré. Moi-même, je donnerai des instructions de retour à Ouagadougou de manière à ce que les ateliers conjoints puissent s'accélérer. Je prendrai moi-même l'initiative peut-être de convoquer directement le représentant de la BID, ou en tout cas l'émission de la BID, pour faire un point périodique sur l'état de décaissement donc, des projets en cours, et s'il y a des difficultés, et on pourra donc tous ensemble trouver des solutions avec les deux parties. Les routes, les infrastructures sanitaires, la lutte contre le chômage, l'insécurité, l'autonomisation de la femme et bien d'autres secteurs prioritaires ont fait l'objet de concertations entre les membres de la délégation et les départements techniques concernés de la banque. Paul Kabatieba a saisi l'occasion pour présenter le PNDS dans ses principales articulations afin de mieux faire appréhender les grandes ambitions du président du Faso et de son gouvernement par les partenaires. L'implantation d'une banque islamique de développement au Burkina était également un centre d'intérêt longuement discuté par les deux parties. L'affaire fait grand bruit sur la place publique et la procureure du Faso a choisi de briser la glace. Maïssa Sérémé affirme qu'il est reproché au PDG du groupe Sim Faso des infractions d'usage de faux en écriture de commerce, de fraude fiscale, d'abus de confiance et bien d'autres. C'était au cours d'une conférence de presse tenue cet après-midi même. Le point avec Roger Kam et Zoubaviel David Dabiré. L'arrestation de l'homme d'affaires Inoussa Kanazoué mercredi dernier continue de défrayer la chronique et suscite depuis ce matin des manifestations d'une partie du monde économique. Face à la presse ce soir, Maïssa Sérémé et ses collaborateurs reviennent sur les origines de l'affaire dite ministère public contre Inoussa Kanazoué et compagnie. Suite donc aux révélations faites par le journal Courrier Confidentiel, dans sa parution numéro 124 du 25 janvier 2017, sur un scandale à Sim Faso concernant des surfacturations de plusieurs milliers de francs CFA, sur instruction du parquet général près la cour d'appel de Ouagadougou, nous avons saisi la présidente du tribunal de commerce de Ouagadougou à l'effet d'obtenir copie du rapport d'expertise de gestion de la société cimenterie du Faso, Sim Faso. L'exploitation de ce rapport et les enquêtes diligentées par la gendarmerie nationale à cet effet mettent à nu, selon la procureure générale, un vaste réseau de corruption imputable à l'homme d'affaires, avec un manque à gagner de plusieurs milliards de francs CFA pour l'État burkinabé. De la fraude fiscale. Ainsi, une comptabilité et un bilan financier inexact ont été produits, toute chose qui permet aux auteurs des faits de minorer considérablement l'assiette imposable. Cette pratique permet d'échapper en tout ou en partie aux impôts et taxes. Des faits qui valent à Inoussa Kanazoué son arrestation dans des conditions décentes selon les officiers de police judiciaire. Il ne s'agissait pas d'une arrestation musclée. Par mesure d'humanisme, nous leur avons permis d'embarquer à bord de leurs propres véhicules dans lesquels nous avons juste adjoint un de nos éléments et leur permettre de nous suivre en toute dignité au camp Paspanga. Et le capitaine Lompo de rappeler à l'opinion les pressions que la police judiciaire subit dans le cadre de ce dossier. Le monde économique a multiplié les tentatives. Voilà. Nous sommes partis avec des propositions de plusieurs centaines de millions et nous avons même passé le cap du milliard. C'est vous dire que si nous avions cédé, ce soir je serais multimilliardaire. Voilà. Mais en bon intègre, je pense que nous ne mangerons pas de ce pain. Inoussa Kanazoué, hospitalisé pour raison de santé, sera inculpé ce soir, selon Maïssa Sérémé. Et la procureure générale de rassurer l'opinion sur l'instruction prochaine de plusieurs dossiers issus des rapports d'enquête des institutions.
C'est de manière inopinée que le ministre en charge du commerce a choisi de démarrer la campagne de contrôle des prix des produits de grande consommation. Ce matin, Stéphane Sanou et son staff se sont rendus au marché de Gunga et dans le quartier Larlé. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce contrôle va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Précision Yacouba Gamene et Nathalie Sawadogo. Le ministre en charge du commerce dans une boutique, non pas pour acheter, mais pour constater de visu le prix des produits de grande consommation. 6, 8, 9. 9. Ok. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. L'huile d'Ina. L'huile d'Ina, lui, c'est 90 centilitres. Il n'y a pas de prix aussi. Bon. Effectivement, les prix sont présentés ici à l'entrée de cette boutique située à proximité du marché de Gunga. Les prix du riz, de l'huile, du sucre, le poids et même les dates de péremption sont affichées. Un autre endroit, le constat est le même. Dans cette boulangerie, le ministre Sanou s'est intéressé au poids du pain. Une visite inopinée qui donne le top de départ du contrôle du prix sur le territoire national. Il y a certains commerçants qui ont fait augmenter des prix, semble-t-il. Nous sommes allés constater de visu ce qui s'y passe. Et le constat, c'est qu'il n'y a pas de prix qui soit donc apposé. Sinon, on n'a pas eu affaire donc à des cas de préemption. Nous avons constaté que le pain de 200 grammes est vraiment produit de façon assez conséquente. Tout le monde donc doit respecter les dispositions réglementaires. Et là où nous voyons qu'il y a la faille, il y a cette question de sensibilisation. Et puis on va repasser aussi voir, si ce n'est pas fait, ça veut dire que c'est des récidivistes. Et en ce moment, donc, la sanction est infligée donc, aux récalcitrants. Cette opération spéciale de contrôle de prix va concerner 19 produits de grande consommation. Et les prix contrôlés ici sont issus d'un cadre de concertation tripartite entre gouvernement, secteur privé et société civile. Les opportunités d'affaires entre la Guinée et le Burkina, on en parle. Ouagadougou abrite la deuxième session de la grande commission mixte de coopération. Experts guinéens et burkinabés veulent renforcer les liens entre leurs pays. Cette présente rencontre intervient après celle de 2011 tenue à Conakry. Donc Bakouda et Mounira Kéré nous situent sur les enjeux. Fraternité et haute estime sont les sentiments qui animent les autorités guinéennes envers le peuple burkinabé. Les experts des deux pays sont réunis à cette deuxième session de la Grande Commission mixte de coopération. Ils vont définir des axes pour renforcer la coopération bilatérale entre le Burkina et la Guinée en vue de garantir la paix, la sécurité et le développement des deux pays. Le chemin de fer qui reliait déjà la Basse-Côte à la Haute-Guinée, partant donc de Conakry à Kankan, c'est aujourd'hui dans le grand combat du chef de l'État guinéen, le professeur Alpha Condé, de poursuivre ce chemin de fer, de le réhabiliter et de le continuer jusqu'à Ouagadougou et jusqu'à Niamey. La coopération Burkina-Guinée a été formalisée il y a de cela 6 ans en 2011. Des engagements ont été pris et des accords signés dans des domaines comme l'énergie, l'enseignement et la santé. Et dans ce contexte d'insécurité, le Burkina et la Guinée entendent conjuguer leurs moyens pour vaincre le fléau. Nos deux pays vont réfléchir ensemble à comment mettre en commun nos moyens pour asseoir la stabilité, lutter contre le terrorisme et tous les fléaux connexes que vous savez qui s'imbriquent. Les travaux vont durer 48 heures et les experts vont faire le point de la coopération entre les deux pays. Ils vont également proposer de nouveaux axes pour booster le Burkina et la Guinée sur le chemin de l'intégration économique et culturelle. Prenons à présent la direction du Sahel pour parler éducation. Kourfaël, tristement célèbre depuis le 3 mars dernier après l'assassinat de 2 personnes, dont le directeur de l'école. L'école publique de cette localité située dans la province du Soum reste fermée, mais plusieurs autres ont effectivement rouvert le 3 avril dernier. Martin Ouedraogo et Sekou Zongo sont allés faire le constat. Voici le dossier qu'ils signent. Vendredi, dernier jour de classe de la semaine. Il est 7 heures à l'école B de Djibo et c'est la montée des couleurs.
Puis les élèves se précipitent dans les classes pour attendre leur enseignant. Dans cette classe, au cours moyen première année CM1, les cours se déroulent normalement et les élèves les suivent avec assiduité. À l'école B et E de Djibo, après un mois d'arrêt, les cours ont repris depuis le 3 avril et tout se passe bien. Tous les maîtres sont là, en dehors du directeur qui est en autorisation d'absence. Et depuis les 3, nous avons réellement repris, surtout après la rencontre du 4 avec le ministre qui nous a rassurés, avec des hauts responsables de la sécurité qui nous ont clairement dit qu'on pouvait reprendre et qu'on était sécurisés. Même son de cloche au lycée provincial de Djibo, l'un des plus grands établissements de la région. Chez nous ici, tout va très bien côté enseignant, parce que tous les enseignants sont là. Il n'y a pas un seul enseignant qui soit resté ailleurs. Donc les lycées fonctionnent pleinement. Au niveau des élèves aussi, les seuls élèves qui ne sont pas arrivés sont les élèves qui ont été retirés par leurs propres parents. Certains se disaient que la situation peut-être allait tarder à se régulariser. Nous avons vu aussi quand même que dans les actes, il y a des choses quand même qui ont changé, notamment les visites fréquentes donc des FDS dans les différents établissements. Nous sommes rassurés. Nous travaillons dans la culture. De constater, non, les enfants sont là. À 25 km de Djibo, dans la commune de Tongomayel, les cours se déroulent dans la sérénité et les esprits sont déjà aux examens de fin d'année. Par contre, à l'école primaire de Kourfayel, les classes restent fermées depuis le malheureux événement. Selon l'autorité provinciale chargée de l'éducation, une dizaine d'écoles resteront fermées jusqu'à la fin de l'année scolaire. Le plus grand nombre se trouve au niveau de la commune de Nassumbu, l'épicentre même des attaques. 6 écoles vont rester fermées pour le reste de l'année scolaire. Au niveau de Djibo, comme vous le savez, c'est là où la manifestation a été atroce, avec la perte de 2 vies humaines, dont le directeur de l'école de Kourfayel. À côté de cette école, il y a une autre qui est assez proche. Les acteurs de l'enseignement de la province du Soum sont en concertation afin de trouver des solutions à ces difficultés. Quant au retard occasionné par la fermeture temporaire des classes, le corps enseignant dit consentir des sacrifices pour pallier au plus vite à cela. Éducation toujours, mais chez les plus grands, les universités publiques voient leur bibliothèque fournie. Le chef de l'État a offert un lot d'ouvrages didactiques d'une valeur estimée à 56 millions de nos francs à l'université Ouaga 1 où s'est effectuée la remise. 4 infrastructures pédagogiques ont été inaugurées dans la foulée. Reportage de Adama Guiti et Estelle Judith Assogba. Les rayons des bibliothèques des universités publiques du Burkina Faso vont s'enrichir avec cette offre de lot d'ouvrages. Le geste est du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, représenté ici par son directeur de cabinet. Par cet acte, le président du Faso exprime ainsi sa volonté d'appuyer les institutions d'enseignement supérieur avec ses ouvrages. Au regard des nombreuses difficultés que rencontrent essentiellement nos universités publiques pour la formation des étudiants, et il lui a paru important dans l'immédiat, avant d'aller sur des réalisations plus lourdes, mais qui peuvent permettre également d'apporter des solutions appropriées, mais adaptées aux différentes préoccupations qui sont celles des universités publiques, d'offrir des ouvrages pour que les étudiants dans les différentes bibliothèques puissent pouvoir mieux préparer leurs cours. Ce don est composé de 3025 livres, toutes disciplines confondues, et est estimé à 56 millions de francs CFA. Pour les bénéficiaires, l'acquisition de ces ouvrages vient bien à propos car elle permettra d'actualiser et de renforcer le fonds documentaire des bibliothèques. On parle des étudiants, bien sûr ils sont des bénéficiaires, mais je pense aussi à tous les enseignants qui ont besoin de ces ressources documentaires pour préparer les cours. Et vous savez qu'avec le système LMD, si on n'a pas de documentation, les efforts qu'on demande aux étudiants ne peuvent pas trouver de solutions. Donc ça, c'est vraiment un geste très important qui doit être salué par l'ensemble des acteurs. Ce geste intervient au moment où l'université Ouaga 1 acquiert 4 nouvelles infrastructures pédagogiques.
le bâtiment technopôle pédagogique, le bâtiment des laboratoires et 2 bâtiments pour les salles de cours. Le coût global de ces infrastructures s'élève à environ 7 milliards de francs CFA. Toutes ces réalisations visent à accroître la capacité d'accueil de l'université et d'améliorer les conditions d'études et de vie des étudiants. Et ces étudiants sont invités à s'intéresser à un secteur porteur, l'entrepreneuriat et l'innovation, des alliés sûrs pour une relance économique. C'est en tout cas la vision de Salomon Conseil qui tient la 4e édition du Forum national sur le leadership. Les détails avec Moussa Oudraogo et Ismaël Diloma Sirima. Tous des jeunes, ils sont ici pour se former dans le domaine de l'entrepreneuriat. On leur apprend à monter des projets dans divers secteurs d'activité dans le but de faire d'eux des chefs d'entreprise. On leur apprend également à rechercher les fonds pour financer leurs activités. Nous avons mis en place ce forum-là pour permettre à ce que les jeunes puissent se réunir, se regrouper autour des personnalités qui ont aussi de l'expérience, qui peuvent les coacher, les amener à travers leurs témoignages à voir dans quelle mesure ils peuvent suivre ces personnalités-là, leur parcours, comment ils ont réussi, les difficultés qu'ils ont eu à surmonter et pour montrer que le succès, en réalité, ce n'est pas un tabou. Grâce à cette formation, les participants se disent convaincus que le succès n'est pas pour eux un tabou. Tout au long de ce forum, j'ai appris que pour entreprendre, il faut d'abord aimer ce qu'on fait. Il faut aimer ce qu'on fait, il faut innover, il faut croire en soi. À cette 4e édition, les organisateurs du Forum national de leadership veulent stimuler l'esprit d'entreprise et de créativité des jeunes afin de contribuer au développement économique et social du Burkina. Le projet d'électrification rurale voulu par le gouvernement prend forme. La preuve, il faut se rendre dans le village de Tapoko, à quelques encablures de Toussiana, dans la province du Houé. La localité est sortie de l'ombre grâce à ce projet qui se chiffre pour l'heure à plus de 85 millions de dollars. Au total, donc 227 villages du Burkina seront électrifiés. C'est ce que nous disent Bilidou Bazongo et Kadou Menki. Fini les consultations avec des torches dans les formations sanitaires ici à Tapoko. À quelques encablures de Toussiana, le village vient de bénéficier de l'électricité. L'électricité dont l'impact sur le développement socio-économique est aujourd'hui sans conteste. Les mamans aussi, souvent dans la nuit, ils ont des activités pour faire. S'il n'y a pas la lumière, c'est un peu compliqué aussi. Aujourd'hui, comme nous sommes dans une dynamique donc, de créer des chaînes de valeur dans notre agriculture, de mécanisation de notre agriculture, nous pensons que la présence de l'électricité auprès des populations peut être un élément important pour la création de chaînes de valeur agricoles, ce qui va permettre donc de pouvoir transformer la plupart des produits. Joie également pour le parrain de la cérémonie qui voit l'électrification des zones rurales devenir une réalité. En tant que parrain, nous sommes venus pour encourager, en tant que fils également de la zone de la région des Hauts-Bassins, pour encourager ces populations bénéficiaires, pour leur dire d'en faire un bon usage et surtout de façon très responsable qu'ils puissent permettre justement de pérenniser ces infrastructures, ces investissements qui sont faits par l'État avec l'appui des partenaires techniques. Et au total, 227 localités vont être électrifiées à travers les 13 régions du Burkina, avec un accent particulier sur les zones rurales. Retour à Ouagadougou où, une fois de plus, les policiers radiés des rangs en 2011 interpellent. Ils se sont rendus devant le ministère de la Sécurité pour demander leur réintégration au sein de la police. C'était très tôt ce matin. Le compte-rendu est signé Isaka Oudraogo et Zoubaviel David Dabiré. Des policiers radiés suite à la mutinerie de 2011, déterminés à réintégrer les rangs. Après plusieurs sorties médiatiques pour exposer à l'opinion leurs conditions de vie, ils se sont encore rassemblés ce matin devant le ministère de la Sécurité. Mais cette fois, pour exprimer leur mécontentement face à l'indifférence des autorités. Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais déterminés à œuvrer pour un vrai changement à la police nationale. Raison pour laquelle nous sommes ce matin au ministère pour reprendre service, car on ne peut pas condamner les victimes et encourager les auteurs. 2h30 de sit-in devant le bâtiment ministériel. Finalement, les manifestants ne seront pas reçus par le ministre Simon Compaoré. Qu'à cela ne tienne,
Les policiers campent sur leur position. Nous avons des cahiers, nous avons tant de documents. Si le ministre veut qu'il descende, nous allons lui dire, nous allons lui montrer les preuves. En rappel, 136 policiers sont radiés des rangs de la police nationale en 2011 pour actes collectifs d'indiscipline. Et depuis, ils multiplient les actions pour leur réintégration. Ouvrons à présent la page consacrée à la culture et nous commençons par le Boubou Dagara qui est à l'honneur à Dano. Nous sommes dans le sud-ouest du Burkina. À l'initiative, le groupe d'appui aux actions de développement qui tient la 8e édition des Journées de l'art vestimentaire traditionnel. Nous en savons davantage avec Basile Bassolé et Aboubakar Traoré. C'est parti pour les Journées de l'art vestimentaire traditionnel Javes 2017 à Dano. Après les rendez-vous manqués de 2015, le groupe d'appui aux actions de développement GRAD tient du samedi 22 au mardi 25 avril la 8e édition de cette biennale de la promotion du Boubou Dagara. Selon les organisateurs, les Javes visent à rendre l'art vestimentaire Dagara en un identifiant burkinabé. Quand on voit quelqu'un habillé, même au loin, on dit qu'il est de tel pays, du Burkina Faso en l'occurrence, eh bien cela veut dire que le vêtement traditionnel, quand les fils et filles du pays l'ont bien étudié, adopté eux-mêmes, on se forge sa place eh bien, dans l'échiquier national, international. Le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, patron des Javes 2017, promet l'accompagnement de son institution pour l'aboutissement de cette noble ambition des initiateurs des journées de promotion du boubou traditionnel Dagara. Valoriser le boubou Dagara, c'est permettre aux jeunes générations de perpétuer et la résistance et la lutte de notre peuple pour son émancipation économique, mais pour son émancipation culturelle et morale. Exposition de tissus et vêtements traditionnels, défilés de mode, conférences sur le thème signes et symbolisme du Boubou Dagara vont meubler cette 8e édition des Journées de l'art vestimentaire traditionnel à Dano. Le comité d'organisation invite les populations à participer massivement au Javes 2017 qui ferme officiellement ses portes le 25 avril prochain. Et si vous voulez en savoir plus sur les Dozo, c'est dans la ville de Sia qu'il faut se rendre. Plus de 3500 chasseurs traditionnels venus de la sous-région participent aux 6e journées traditionnelles Dozo. Cette année, ils réfléchissent sur leurs conditions à la préservation de la sécurité et de la paix. Maneka Nien, Ali Traoré, reportage. Ce n'est pas un film de fiction, mais des tours de magie effectués ici par des chasseurs traditionnels ou d'ozo. Nous sommes aux journées culturelles de cette couche de la société. C'est un cadre de partage d'expériences. C'est aussi le lieu pour ces 3500 d'ozo venus de la Guinée, du Sénégal, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina, de renforcer les liens de fraternité. Il n'y a pas de frontière entre les Dozo. Nous avons voulu organiser cette journée pour montrer qu'il n'y a pas de frontière entre les Dozo. Nous avons dit à tous nos Dozo confrères, surtout ceux principalement de la frontière, qu'ensemble nous devons nous donner la main pour donner les informations nécessaires à nos autorités pour lutter contre ce grand banditisme et ce grand phénomène qui nous nie tout, qui est le terrorisme. 6e du genre, ces journées traditionnelles se tiennent sous l'égide de l'Union nationale des Dozo du Burkina Faso. Et pour cette édition, la contribution citoyenne des Dozo pour la sécurité et la paix sociale dans la sous-région a retenu l'attention. Un rôle social très important, aussi bien au niveau de la santé, parce qu'on reste la bouche, on reste les feuilles qui soignent. Ils ont un rôle important. Ils ont également un rôle très important dans la sécurité des gens. Comme vous le savez, ils sont à l'origine de faire baisser le banditisme, de faire beaucoup de bandits. Ils ont également un rôle de renseignement dans les nouveaux phénomènes de terrorisme que nous vivons actuellement. Lors de cette cérémonie, les Dozo se sont engagés à continuer cette lutte pour le bien-être des populations. Ils sont tout aussi connus que les Dozo. Les groupes d'autodéfense Kogloweogo, eux, se réclament de cette lutte pour la quiétude des populations. Dans les rangs de ce groupe implanté dans la province du Kouritenga, l'on compte des femmes qui disent apporter leur soutien pour venir à bout du banditisme. Voyons comment, dans ce reportage signé de Paul Yabré, Alassane Kendrebeogo et Clarisse Nikiema.
Nous sommes au quartier général de l'association des Kogoluego du Kouritenga. C'est dans ces lieux que les présumés malfrats sont amenés pour audition. Parmi les membres de cette association qui lutte pour permettre aux habitants de vaquer paisiblement à leurs occupations, figure une trentaine de femmes. Ces femmes, tout comme les hommes, sillonnent quotidiennement la ville de Kupela. Quel que soit le problème, nous sommes déterminés à mourir. Là où partent les hommes, nous les femmes nous suivons aussi. Dès qu'on nous alerte, on se mobilise rapidement pour aller prêter main forte aux hommes. Nous avons intégré le groupe des Korlogo parce qu'ils œuvrent plus pour le bien-être de nous les femmes que les hommes. Dans cette mission de sécurisation, le travail n'est pas aisé pour la gente féminine. Certaines ont du mal à allier les activités de ménage, de Korloego, ainsi que celles du commerce. Ce sont nos enfants qui s'occupent de nos commerces et nous assurons la sécurité de la cité. Quand nous sommes au marché et qu'on nous appelle, nous nous attelons à y aller car c'est notre travail. Nous sommes déterminés à jamais. Cette association de groupes d'autodéfense du Kouritenga a vu le jour en mi-mai 2016. Elle attend toujours son récépissé de reconnaissance. L'élection présidentielle en France, diversement commentée dans vos parutions du jour. La revue de la presse, c'est avec Touabouam Evelyne Dabiré. C'est unanimement que les parutions de ce 24 avril ont rapporté l'élection présidentielle française. Une élection tenue le 23 avril rappelle le pays et les Français de l'extérieur et de la métropole ont choisi celui qui remplacera Hollande au palais de l'Élysée. L'observateur Palga publie les tendances et note que sous réserve de contrôle des résultats, c'est Emmanuel Macron et Marine Le Pen, avec respectivement 23 et 21% des suffrages exprimés, qui vont s'affronter au second tour. Sidoua a fait le constat et affirme que l'affluence a été au rendez-vous au bureau de vote de Ouagadougou. Et dans l'ensemble, l'Afrique vote les yeux fermés, le héros d'En Marche, rapporte aujourd'hui au Faso, qui écrit que ce choix des Français est la preuve vivante que ceux-ci ne veulent plus de politiciens professionnels. Et c'est justement les tâtonnements, les ambiguïtés, le programme évasif de Macron qui est sa faiblesse, mais aussi sa force redoutable. Une présidentielle de toutes les incertitudes, estime le pays, en raison d'un environnement sécuritaire rythmé par des attaques et des attentats terroristes, par des scandales et aussi par une montée en puissance de l'extrême droite. Ce choix de Macron et de Le Pen traduit une volonté de changement des Français et le pays écrit « Et si l'Afrique s'en inspirait ?» Mais avant les résultats du second tour, aujourd'hui au Faso interroge. Ces nouveaux venus feront-ils mieux que leurs dévanciers? Et ça, c'est une autre histoire, conclut ce journal. Et ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la dernière session d'information.